village était ce que l'on appelle un petit village qui vivait uniquement que par lui-même. C'est-à-dire que vous aviez un marchand de journaux qui payait l'épicerie, qui faisait un peu tout. Nous avions un boucher, un boulanger et les fermes. Tout le monde se connaissait et c'était vraiment formidable, quoi. Formidable. Et vous aviez maintenant, là où nous sommes, vous avez tous les ans, il y avait la fête au village et toute la petite rue qui descendait, c'était que des manèges. C'était très occupé, il y avait 1000 habitants à l'époque parce qu'il y avait des fermes. Donc c'était un village agricole. Les hommes du pays, ici, quand ils ne travaillaient pas dans les fermes, étaient employés de chemin de fer. Et comme ils partaient très tôt le matin, mais qu'ils rentraient très tôt, ils travaillaient dans les champs aussi. Ils faisaient deux métiers. Ce n'est pas au vieux pays que Goussainville va se faire rattraper par la modernité, mais sur le plateau, à 2 km du village. Il y avait là, près de la gare, construite en plein champ sur la ligne Paris-Creil, une grande exploitation céréalière, la Grange des Noux. On est dans les années 20. Il y a à Paris une formidable pénurie de logements populaires. La famille de Nicolai, propriétaire de la Grange des Noux, confie alors à 2 hommes d'affaires le soin de lotir ses terres agricoles, l'opération étant rendue possible par la proximité de la gare. Les 330 hectares de la ferme sont découpés en 7000 parcelles et lotis en quelques années. L'opération est tellement significative qu'un chapitre lui est consacré dans l'ouvrage d'Annie Fourcault, La banlieue en morceaux. Des lotissements, il y en a ailleurs, mais à Goussainville se crée assez vite, en une dizaine d'années, un énorme lotissement, plusieurs milliers de lots, dans des conditions extrêmement difficiles pour les gens qui accèdent à la propriété à Goussainville. Très loin, dans une plaine à blé et à betterave. Donc c'est un des plus grands lotissements, un des plus mal aménagés, un des plus massifs en ce qui concerne la population. Donc je crois que c'est un exemple tout à fait intéressant sur l'ensemble de la banlieue. La vente des terrains à bâtir s'effectuait par l'intermédiaire de sociétés d'épargne qui faisaient leur publicité dans les quartiers populaires de Paris et revendaient ces lots à tempérament. Chaque société d'épargne avait un siège et nombreux de ces sièges se trouvaient autour de la gare du Nord, dans les cafés. Les gens pouvaient acquérir des parcelles de terrain en payant tous les mois une cotisation. Et quand ils avaient fini, au bout de 4-5 ans, de remplir leur carnet d'épargne, ils devenaient propriétaires effectifs de leur terrain. On leur apposait ou un timbre ou un tampon. Et quand le carnet était rempli, ils étaient propriétaires. Dans les archives de Goussainville, et là c'est quand même un trésor exceptionnel, on retrouve des centaines et des centaines de bouts de papier. Les futurs petits propriétaires dessinaient sur un bout de papier au crayon à main levée un carré ou un rectangle et écrivaient en dessous « Monsieur le maire, j'ai bien l'honneur de vous dire que je vais construire une maison 3 mètres sur 2 ou 4 mètres sur 3 en parpaing. Merci monsieur le maire, salutations. » C'est la demande d'autorisation de bâtir. Cette autorisation n'est assortie d'aucune sanction. Ce qui était d'ailleurs, pour les acquéreurs, un bien. Ils étaient très contents qu'il n'y ait aucune contrainte sur la construction. C'est ainsi que surgirent au beau milieu de la campagne des centaines de maisonnettes autour des bâtiments de la Grange des Noux, le long de la voie ferrée. Les vendeurs avaient donné au lotissement des noms bucoliques, les Coteaux, les Montagnettes, ou des noms parisiens, Clignancourt, les Buttes-Chaumont. Sans doute pensait-il répondre ainsi aux aspirations des acquéreurs, être tout en même temps à la campagne et à Paris. Mais profitant d'un vide juridique en la matière, les lotisseurs livraient des terrains bruts à l'état de friche agricole. Les terrains ne sont pas du tout aménagés, c'est-à-dire qu'on achète 400 mètres carrés de terrain, les lotis achètent 400 mètres carrés de terrain, sans route, sans électricité, sans eau, sans égout, sans aucune viabilité. C'est un contrat privé entre le lotisseur et le loti ou les lotis réunis en société mutuelle d'épargne. Dans ce contrat de droit privé, l'État n'a pas à intervenir, tout au moins au début des années 20. Donc le lotisseur est parfaitement libre, aucune législation ne le contraint à aménager les terrains. C'était la spéculation foncière. Donc ces gens-là, eux, se foutaient pas mal de tout ce qui pouvait arriver aux gens qui achetaient. On leur a vendu un bout de terrain, c'était leur rêve,
Et puis après, le rêve, si ça se transformait en cauchemar, eh bien c'est à eux d'en s'en sortir. Les nouveaux habitants demandèrent au maire de la commune de prendre en charge les équipements qui leur faisaient tant défaut. Mais le vieux pays de Goussainville, village traditionnel de la Plaine de France, avec sa mairie, son église, mi-romane, mi-gothique et ses quelques 200 maisons, n'est pas préparé socialement ni financièrement à prendre en charge le lotissement. Il en est d'ailleurs séparé par un écart de plus d'1 kilomètre qui ne sera jamais comblé par l'urbanisation. Et c'est ainsi que le conseil municipal refuse de construire un réseau d'égouts dans le lotissement, estimant la population bien trop faible. La délibération précise, Goussainville n'est qu'une commune rurale en voie d'accroissement, pas plus. Paris ne s'est pas fait en un jour. L'offre de terrain à bâtir reste de l'initiative des lotisseurs. Alors certains sont des gens sérieux qui font des bons lotissements bien équipés. Et il y a malheureusement, surtout en région parisienne, beaucoup de forbans qui vont utiliser le créneau. Ils vont découper des terrains et vendre les lots en promettant de faire ensuite les égouts, les tuyaux d'eau, la route, etc. Et puis une fois qu'ils ont tout vendu, ils disparaissent dans la nature. Et ça va créer de très réels problèmes, au point que ça va donner naissance à l'expression des mal lotis, qu'on utilise encore couramment de nos jours, sans savoir que son origine était précisément ce drame des gens qui ont acheté les terrains, qui se sont révélés ensuite non desservis et donc impropres à la construction. La presse s'empare de l'affaire des mal lotis. Elle blâme et raille l'insuffisance d'une réglementation qui permet aux lotisseurs d'escroquer quasi impunément les petits acquéreurs. Pour les humoristes, la première tare des lotissements, c'est l'inondation. Autre difficulté amusante, c'est l'énorme distance qui sépare le lotissement de la gare et qui contraint quotidiennement le mal loti à la course à pied. Les journaux communistes rendent compte de la montée des mécontentements. Voici la lamentable histoire d'un ouvrier parisien, exproprié de la capitale, où, n'y trouvant rien à louer, il se réfugie en banlieue où il connaît toutes les joies du mal loti. En 1928, à la veille d'élections législatives, le gouvernement Poincaré, craignant que les mal lotis ne soient poussés à un vote protestataire en faveur du Parti communiste, charge le ministre de l'Intérieur, Albert Sarraut, de préparer une loi. Le problème des lotissements défectueux est d'envergure. 185 000 parcelles sont à aménager dans la région parisienne et le coût des travaux dépasse le milliard. Le projet prévoit que 50% du coût des travaux seront pris en charge par l'État et versés aux mal lotis, regroupés dans chaque lotissement en associations syndicales autorisées, les ASA. La loi est votée à l'unanimité. Le nom de Sarraut restera célèbre dans les lotissements. C'est l'homme qui a sorti les lotis de la boue. Donc on lui voue une reconnaissance extrême et la rue Sarraut restera rue Sarraut à travers toute l'histoire de Goussainville. L'histoire politique municipale de Goussainville a été assez agitée depuis les années 30. On n'a jamais touché à la rue Albert Sarraut. Les lotissements défectueux de Goussainville furent finalement assainis. Les associations syndicales autorisées reçurent des subventions pour construire des châteaux d'eau et des canalisations, pour distribuer l'électricité dans les lotissements et pour empierrer les rues. De tous ces équipements, les lotis sont copropriétaires. Un an après la loi Sarraut, la loi Loucheur finance la construction de logements destinés à la location, sous forme de pavillons standards, regroupés en quartiers. Des boutiques prospèrent au carrefour. La vie urbaine prend forme. La campagne reste toujours très présente. Mais le destin du lotissement, né peu auparavant autour de la gare par la volonté de quelques milliers d'individus, est maintenant scellé. Il sera bien un jour une ville. Après des années d'autogestion, les ASA ont fini par rétrocéder leurs installations à la municipalité. L'une d'elles, cependant, est en l'an 2000 toujours propriétaire de son château d'eau, au premier étage duquel se tiennent les réunions de l'association. Les ASA, depuis qu'elles ont été créées, fonctionnent par l'intermédiaire d'un bureau qui se réunit ici depuis l'origine.
17 personnes titulaires sont élues et c'est eux qui ont présidé à toutes les destinées, qui président toujours aujourd'hui aux destinées. Ce sont ces gens qui ont pris en main la construction de toute l'adduction en eau, les réseaux, les châteaux d'eau, les installations d'électricité, les installations de gaz, la construction des routes. C'est eux qui ont décidé de tout, qui ont financé le tout. Toutes ces décisions importantes qui ont fait que Goussainville est comme ça aujourd'hui, pour le lotissement, se sont prises ici, dans cette salle. De ces années où le lotissement s'est constitué, il reste des lots jamais construits. Terrain de 10 mètres sur 40. Il reste des maisons sommaires, parfois abandonnées, parfois habitées, comme ce pavillon au toit de carton bitumé. Ou comme cette maison où l'on voit qu'une pièce a été ajoutée après coup. Mes parents demeuraient à Aubervilliers, dans le quartier de la Goutte d'Or. Je ne sais pas si vous connaissez Aubervilliers, mais le quartier de la Goutte d'Or, rue de l'Union, tout ça, c'est un quartier assez refermé d'Aubervilliers. Ils demeuraient donc dans des petits meublés. Et puis, donc, ils sont venus s'installer ici en 1929. Ils avaient dû acheter en 26, 27, mais il faut commencer à payer. Et ils payaient toutes les semaines, c'était un carnet d'épargne. Et donc, en 29, ils sont venus, entre-temps, ils avaient construit un petit abri de jardin. Et puis, mon père étant charpentier de marine, ils avaient fait une maison un peu plus conséquente, en bois. Et puis, ils ont vécu ici, dans cette petite maison. Mon mari, il était très bricoleur, il avait plein d'idées dans la tête. Alors, comme je me suis mariée avec lui, j'étais obligée de le laisser faire. Mais je l'ai aidé, quand même. Et puis on a acheté le terrain, à nu. Bien sûr, à cette époque-là, il n'y avait pas les maisons, rien. Et puis comme on n'avait pas de logement, on était des jeunes mariés, on avait un enfant, déjà. Et donc, il a commencé, on ne trouvait pas de logement, j'étais à Aubervilliers, dans une vieille baraque. Alors, on a commencé à faire une pièce. À cette époque-là, on pouvait faire ce qu'on voulait. Il y avait la liberté. Et de fil en aiguille, alors à fur et à mesure qu'on avait nos payes, ça paye, et puis moi aussi, je me suis mise à travailler. On faisait rentrer le matériel. Et petit à petit, c'est lui qui a fait construire la maison. Mais c'est petit dedans, C'est pas grand comme maintenant, qui est des grandes pièces et tout. Mais pour nous, ça nous a suffi. C'était notre nid. Les motivations des premiers habitants transparaissent parfois dans les noms qu'ils donnaient à leur maison. Nous habitions à Paris. Mes parents avaient une chambre d'hôtel à Belleville. Et là, ils avaient deux enfants, dont moi, qui était une des deux. Et nous avions attrapé, mon frère et moi, la scarlatine. Il a fallu, d'après le docteur, changer d'air. Alors mes parents, ils ont acheté une vieille baraque qu'ils ont mis là sur le lotissement du Grand Pré, ce qu'on appelle le lotissement du Grand Pré. Et puis nous avons vécu là depuis 1930. Alors ma mère, elle habitait dans un angle, mon frère par la suite avait l'autre angle et moi, quand je me suis mariée, le troisième angle. Moi, étant petite, j'étais malade. On était à Saint-Maurice, alors il me fallait l'air de la mer. Alors on s'est approché à Goussainville pour pouvoir me soigner. Puis dans le fond, l'air m'est convenu. On venait à la campagne. On s'éclairait à la lampe à pétrole. Donc l'eau était à des bornes fontaines dans la rue. Au niveau assainissement, c'est pareil. Il y avait des toilettes au fond du jardin. C'était une cabane en bois avec un récipient, c'est tout. C'était bon. Mais par rapport à ce qu'ils avaient sur Aubervilliers, ils trouvaient ça mieux. C'était des champs, J'allais jouer avec mes frères, mais loin. Et mon père nous appelait avec un clairon, sinon on ne l'entendait pas. Les mômes qui vivaient dans des maisons, dans du collectif insalubre à Saint-Denis ou ailleurs, quand ils venaient ici, c'était la pleine liberté. Ils couvraient, c'était les champs, c'était sans limite, on leur supprimait les barrières. C'est aujourd'hui dimanche, il fait un temps superbe. Chérie, on va se payer un petit peu d'agrément. Quoi, qu'est-ce que tu voudrais? Aller manger sur l'herbe. Permets-moi de te le dire, tu n'es pas dans le mouvement. Pour avoir une journée de plaisir,
j'ai mieux que ça à t'offrir. Mais ta belle robe et ton chapeau, et sautons dans le métro. Ces nouveaux banlieusards étaient fiers de leur lotissement et de leur maison. Alors que les journaux les avaient montrés comme des parias vivant dans la boue, ils aiment à se représenter eux-mêmes comme d'heureux petits propriétaires. Voici notre petite maison de Goussainville. Je suis dans mon château depuis 1 mois. D'un petit coin de terre où nous sommes devenus propriétaires, nous vous envoyons nos amitiés. L'Église catholique a été une des premières institutions à comprendre ce qui se passait en banlieue. Très tôt, on a une œuvre des chapelles de secours de la banlieue parisienne qui vise construire des églises dans les faubourgs pour reconquérir une classe ouvrière que l'Église a perdue. Cette brochure, éditée pour appuyer une souscription pour la construction de l'église, présente le lotissement comme une terre lointaine, une autre Chine, où il urge d'envoyer des missionnaires. On a à Goussainville un prêtre qui, avec des matériaux de briques et de broc, va construire quasiment tout seul une chapelle dite de secours en plein milieu d'un lotissement, dont il a acquis 2-3 parcelles au moment de la naissance du lotissement. L'abbé Mercier a donc construit l'église et créé un patronage qui perdura des années. Il y avait le catéchisme, il y avait des activités pour les jeunes. Je pense que du côté de l'église, on faisait des efforts pour s'occuper des jeunes, encadrer les jeunes. Parmi les institutions qui ont compris ce qui se passait, je parlais de l'église catholique, il y a aussi certains partis politiques, la SFIO incontestablement, et à Goussainville les communistes. Mais les communistes, il faut bien comprendre que c'est pas un parti communiste déjà existant qui s'occupe des mal-lotis. C'est les mal-lotis qui apportent évidemment le communisme à Goussainville. C'était les quartiers pauvres de Paris et des environs de la Couronne qui étaient venus sur Goussainville, donc ils avaient amené avec eux leurs problèmes et leurs misères. Donc le Parti communiste à Goussainville, qui était bon quand même très fort, très influent, a développé les infrastructures de la ville en direction du plus grand nombre. Il fallait faire de la voirie, il fallait faire amener du confort aux familles, amener des écoles. L'Église catholique et le Parti communiste ont été au début du lotissement les seules institutions à organiser des activités sociales pour les habitants. Ça nous arrivait souvent, surtout mes grands frères, d'être en bagarre un peu avec ceux de la source. Parce qu'il y avait le clan des jeunes de la source et le clan de ceux d'en haut. Ceux d'en haut, c'était ceux du curé, et ceux de la source, c'était les rouges. C'est une réalité vraie. Pour vous dire, ma mère, qui était une femme très pieuse et très croyante, quand j'ai eu 15-16 ans, nous disait à mes frères et moi que je ne vous vois jamais avec un Samson de la source. Et ironie du sort, mon frère et moi, nous sommes mariés avec 2 Samsons. Dès la Libération, la banlieue parisienne connaît une très forte poussée démographique. Au même moment, Paris et sa banlieue sont confrontés à une terrible crise du logement, encore plus aiguë que celle qui avait sévi après la Première Guerre mondiale. Le patrimoine immobilier est très endommagé et vétuste. Il manque 1 200 000 logements. Cette fois, l'État intervient rapidement, mais pour apporter des solutions fort différentes de celles qui avaient prévalu dans les années 20. Pour toute cette génération des décideurs, les gens qui vont fonder le MRU, le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, pour eux, les lotissements, c'était surtout ce qu'il ne fallait pas refaire. C'était ce qu'il fallait empêcher à tout prix. Ne pas refaire le lotissement, ne pas laisser les petits propriétaires refaire ce qu'ils ont envie de faire. L'exode de la province a suscité la naissance d'étranges phénomènes urbains dont le meilleur exemple est sans doute Goussainville. C'est pareil chaque soir. Cette petite station délivre 3000 cartes d'abonnement de chemin de fer aux ouvriers et employés qui travaillent à Paris et ne rentrent ici que pour dormir. Cette cité dortoir est si étendue qu'il faudra encore à certains parcourir des kilomètres en vélo pour retrouver la maison de leurs rêves.
ce château d'eau, on embrasse l'étendue du désastre. 3 lotissements sans structure, se rejoignant peu à peu pour former ce conglomérat misérable et incohérent qu'il faut bien appeler une ville, s'arrêtant brusquement en plein champ au hasard des parcelles du cadastre. Vous cherchez l'hôtel de ville? Voici ce qui tient lieu pour 10 305 citoyens du lotissement de maisons communes. Pour 10 000 bouches à nourrir, où sont les halles centrales? C'est ce marché en plein vent. Dans cette ville de 10 000 âmes, où est la cathédrale? C'est cette église de planches et de tôle qu'il y a 20 ans, le premier curé a dû bâtir de ses mains. Et pourtant, chaque année, Goussainville s'accroît de 500 habitants, dont beaucoup économiquement faibles, viennent alourdir encore les charges sociales de la municipalité. Dernier paradoxe, il a fallu construire une cité d'urgence, alors que le bâtiment individuel ne cesse partout de proliférer. Absurde ville ouvrière sans usine, étrange cité champignon, perdue au milieu de la campagne et dont pas un habitant n'est un paysan. Et à partir de cette période-là, 1958, l'État va s'engager de façon assez intensive dans la construction des grands ensembles. Pourquoi les grands ensembles? Parce que tout simplement, l'outil foncier des UP est un outil qui avait un certain nombre de directives, notamment pour diminuer le coût de la construction, il fallait que ce soit de grandes opérations d'urbanisme. Et les grandes opérations d'urbanisme en France a été considérées à partir de 500 logements. Goussainville aura donc ses cités. Les Grandes Bornes et la résidence Ampère, 2300 logements. Du point de vue de l'urbanisme, c'est une rupture. Les tours sont 5 fois plus hautes que les pavillons. L'espace du lotissement est cloisonné et privé, celui des HLM est ouvert et public. Les cités sont conçues pour fonctionner en système clos, sans échange avec le lotissement. Malgré l'aspect révolutionnaire de ces immeubles par rapport aux pavillons, les nouveaux appartements sont aussitôt très bien reçus, tant par les jeunes couples de Goussainville à la recherche d'un logement que par des familles rapatriées et immigrées. C'est sûr que les gens qui habitaient dans les lotissements ont dû être impressionnés par ces constructions qui ont poussé bon comme des champignons. Mais dans toute la région, je veux dire, toutes les communes avoisinantes, Villiers-le-Bel, Sarcelles, Garges-les-Gonesse, ça a été la même époque où il y avait besoin de construire. Et c'était des beaux logements d'ailleurs, c'était des belles cités, avec de très beaux appartements, avec un centre commercial qui fonctionnait. Donc je me souviens de l'arrivée aux Grandes Bornes. Je me souviens du petit centre commercial et des pommiers, qui étaient entourés d'immeubles. Donc c'était pratique pour les parents parce qu'ils pouvaient nous voir. Pas ma mère, mais la mère du 4e, Madame Badamine, gens qui était issue de Madagascar. Donc du 4e, elle jetait un coup d'œil, elle nous voyait en plongée, réunis dans le bac à sable où il y avait une cage à poules, une balançoire, et on jouait aux billes. Je sais ce que c'est qu'un champ de maïs, contrairement à ma femme. Je sais ce que c'est qu'un champ de betterave. Je sais l'odeur que peut faire la betterave quand elle est traitée dans une sucrerie. C'était vraiment une enfance très heureuse, hein. Très diverse, beaucoup d'enfants, pas un instant pour s'ennuyer. Il ne me semble pas qu'il y a de chômage, je crois pas, non. Il y a les collègues de mon père qui viennent manger à la maison. Mon père trouve du travail facilement, il travaille. Tout le monde travaille, tous les pères travaillent. Puisque quand nous étions au bac à sable en train de jouer, après la rentrée de l'école, on voyait nos pères arriver du travail. Donc chacun allait voir son père et l'embrassait. Donc je me souviens de ce rythme-là où les pères rentraient du travail. La fureur des grands ensembles a fortement marqué le paysage urbain. Pourtant, elle n'a duré qu'une dizaine d'années. À peine ces immeubles avaient-ils résolu la crise du logement populaire qu'on allait revenir à l'habitat individuel. Donc à la fin des années 60, l'État souhaite se retirer de la construction des logements. Et à partir de ce moment-là, les Français vont s'engager dans l'aventure du pavillonnaire. Et qui va s'engager en priorité? Ce seront les classes aisées qui habitaient le logement social et les classes moyennes. Et donc au début des années 70, ces catégories sociales les plus aisées
vont sortir du logement social et habiter dans les nouveaux lotissements, ce qu'on appelle aussi les zones d'aménagement concerté, les ZAC, dans des pavillons bien souvent. À Goussainville, la construction de pavillons reprit de plus belle et la ville a fini par prendre sa forme urbaine actuelle. En l'an 2000, même si certains savent encore faire l'agriculteur ou le maçon professionnel, la plupart des habitants des lotissements sont de vrais urbains. La campagne reste une valeur à condition qu'elle soit propre et décorative. Le rural a cédé la place au rustique. Je viens de la campagne et j'aime quand même les choses de la campagne. Je décore la maison avec les anciennes choses de la campagne. J'ai habité à la campagne jusqu'à 18 ans. Après, je suis venu sur la région parisienne travailler. Et je ne me vois pas dans ma maison où je suis maintenant à Goussainville élever des poules, élever des coqs et des lapins sur 400 mètres de terrain. Parce que quand il y a des coqs, les coqs systématiquement ils chantent quand ils commencent à grandir. Et ils chantent à 5 h du matin. Donc je n'ai pas envie d'aller emmerder mes voisins avec mes coqs et mes poules. Ce que les pavillonnaires d'aujourd'hui ont en commun avec les premiers habitants du lotissement, c'est un individualisme fondamental. C'est leur revendication primordiale. La liberté, d'être chez soi, de faire ce qu'on veut, de ne pas subir systématiquement les chasses d'eau, le coulage de bain des voisins, et puis bon... Déjà, on est chez nous, on a notre clôture à nous, on sort quand on veut, on fait ce qu'on veut. Même si on a envie de sortir en chemise de nuit derrière, on sort en chemise de nuit derrière, c'est pas de problème. Ça n'a rien à voir, c'est notre chez nous. Les habitants des lotissements ont choisi de vivre à Goussainville. Ils sont et ils se sentent les acteurs de leur propre habitat. En revanche, les locataires des HLM ont un autre rapport au logement et souvent un autre parcours. Au début, j'étais à l'Algérie. Je suis venu à Paris. Après, j'ai ramené mes enfants. Je demande un logement, ils m'ont donné ici. Moi, j'ai resté ici. Avant, je travaillais à Corbeil-Essonnes. Maintenant, je ne travaille pas. J'ai 7 enfants. Il y en a qui travaillent, il y en a qui vont à l'école. Les métiers qu'ils ont, eux, moi, je n'en ai pas. Moi, je n'en ai pas. Eux, ils ont été à l'école, moi, je n'ai pas été à l'école. Jamais j'ai le problème avec la police ou bien avec quelqu'un. Ils sont gentils, mes enfants. C'est pour ça que je reste ici à Goussainville. Sinon, il y a longtemps, je rentre chez moi. Ah, on est tous mélangés là. Il y a des Africains, il y a des Arabes, il y a des Français, il y a toutes les qualités. On n'a rien compris. Les vrais Français, il n'y en a pas. Hein. C'est ça le problème. Les vrais Français, il n'y en a pas ici à Goussainville. Les enfants, ils sont nés ici, ils aiment bien la France. Ben, nous, on n'a pas le choix. Des parents s'interrogent encore pour savoir s'ils désirent rester ou partir, alors que leurs enfants se sont déjà appropriés la ville et le quartier. Mes enfants, ils ont aimé Goussainville parce qu'ils sont grandis là. Je voulais partir ailleurs, mais les enfants, ils ne veulent pas. Ils sont grandis ici. C'est comme ici, c'est leurs copains, sœurs et frères. On est là comme une famille. Les jeunes qui sont nés ici, à Goussainville, ça représente tout pour eux. Parce qu'à part Goussainville, ils ne connaissent pas, même s'ils sont d'origine sénégalaise ou malienne, Goussainville, c'est les racines. Pour dire l'avenir, je ne sais pas si je vais rentrer au Sénégal, parce que quand on a passé 20 ans ici, on perd aussi certains repères. Donc, le Sénégal, c'est mon pays d'origine. Je l'aime bien, mais je pense sincèrement que ma vie se trouve ici en France. Les habitants de la cité ne sont pas abandonnés par la puissance publique comme le furent naguère les mal-lotis. Le conseil municipal vient travailler sur place, le conseil général et l'État financent toutes sortes d'aides, mais le mal-être des habitants est parfois si vif qu'on a incriminé un type d'architecture conçu en d'autres temps pour d'autres gens.
Il y avait 9 tours à Goussainville, on en a démoli 3. Ce qu'on peut regretter, c'est que les 6 autres ne soient pas démolis, si vous voulez. Parce que c'est une aberration totale de concentrer 50 logements dans une seule cage d'escalier, 50 logements avec des familles de 4 ou 5 enfants. C'est tout à fait normal de toute époque. Si vous concentrez 200 enfants dans un lieu très réduit, obligatoirement, il se passe des choses. On ne peut pas condamner ça. Lors de la création du lotissement, le Parti communiste et l'Église catholique rivalisaient pour apporter leur aide aux habitants. En l'an 2000, les deux institutions sont toujours sur la brèche, mais elles ne se font plus la guerre. Le PC tient la mairie, qui est neuve. L'église Saint-Michel est maintenant en pierre et son curé, congolais de Kinshasa. Dans le passé, c'est plutôt l'Europe qui envoyait dans les tiers-mondes évangéliser les indigènes. Aujourd'hui, c'est les indigènes qui viennent évangéliser les civilisés. J'appartiens à la cité de Goussainville, donc la vie de cette cité m'intéresse, étant donné que j'en suis membre. Le fait qu'il y ait les communistes donc, à la municipalité, on y mettra n'importe qui, tant qu'ils militent, ils travaillent pour que l'homme soit sauvé, pour que chacun retrouve un espace vital où il peut s'épanouir, eh bien, je travaillerai toujours avec eux. Ceux qui viennent à l'église, ils sont déjà bien métissés. Hein? Donc c'est multiracial ici, à Goussainville. Il y a tout le monde. Il y a des noirs, il y a des jaunes, il y a des blancs. Donc à l'intérieur de la même ville, il y a plusieurs réalités, il y a des communautés. L'abbé Gaultier, quand il bâtissait cette église, la nouvelle église de Goussainville, Saint-Michel, il disait: je voudrais que cette église soit œuvre des Goussainvillois. Eh bien, je voudrais aussi que la ville de Goussainville soit l'œuvre des Goussainvillois. Donc, c'est aux Goussainvillois de construire la ville de Goussainville. Il ne faut pas qu'ils attendent trop d'ailleurs. C'est eux qui doivent conjuguer les efforts dans la jeunesse, dans tous les âges, dans toutes les générations, qu'ils conjuguent les efforts pour que Goussainville, qui croit être une ville abandonnée, ne le soit pas. Le développement urbain de Goussainville a été fortement contrarié par la proximité de l'aéroport de Roissy, dont les avions survolent le vieux village et la frange sud du lotissement. La création de zones de gêne sonores multiples et changeantes, et où la construction est interdite, perturbe fortement le marché immobilier. L'événement fondateur de l'appréhension des Goussainvillois pour les avions date du Salon du Bourget de 1973, quand un Tupolev s'est écrasé sur un quartier pavillonnaire, tuant 14 personnes. J'étais au vieux pays et j'avais confié ma fille à ma sœur qui habitait près de Pasteur. Et j'ai entendu une grande déflagration qui m'a surpris. C'était pas une déflagration normale de mur du son d'un avion. Et puis tout de suite je suis sortie dans mon jardin et j'ai vu une immense fumée noire qui se dégageait justement dans le quartier de ma sœur. Donc j'ai eu tout de suite très peur, j'ai pris ma voiture et puis j'ai vu qu'à un certain moment, à peu près à mi-chemin de nos deux maisons, je ne pouvais plus accéder avec ma voiture, je l'ai laissée de côté. Et puis bon, tant bien que mal, en chevauchant tous ces débris d'avion et puis ce kérosène qui coulait un peu de partout, je suis arrivée chez ma sœur et puis là, ça a été vraiment la grosse catastrophe parce que j'ai vu que sa maison était en partie détruite. Ma sœur était dehors et puis elle m'a interdit de rentrer en me disant que sa fille était morte et puis que ma fille, elle était blessée au bras. Qu'est-ce qu'on a eu peur, mon Dieu, qu'on a eu peur. Bon, il y a eu plus malheureux que nous, bien sûr, mais enfin, on a peur maintenant que ça arrive de nouveau. Le désir de vivre dans une maison qu'on a achetée et aménagée aide à supporter, voire à oublier le bruit des avions. Les locataires n'ont pas cette motivation. Ils restent sensibles et vulnérables. Maintenant qu'on est là, moi je sais que je resterai là.
Parce qu'on a quand même pas mal, on est quand même pas mal. S'il n'y avait pas les avions, on serait tranquille. La télé, on n'entend pas, ou alors il faut s'enfermer. Alors quand il fait 30 degrés, comme aujourd'hui ils annoncent 30 degrés, bah vous voyez ce que ça donne. On est quand même mieux dehors, hein. Là dehors, on ne peut pas y rester aussi. Là, on dirait que vous êtes là, vous voyez, il n'y a pas d'avion. C'est bizarre quand même. Ça, c'est Concorde. C'est Concorde. Il atterrit, là. C'est Concorde. Alors, vous voyez, quand il décolle, hein. Là, il atterrit. Alors, quand il décolle, vous ne voyez plus un oiseau dans les arbres. Tous les oiseaux volent. Et quand on est à 500 mètres plus bas, eh ben, nous avons les poils qui se redressent par le bruit qu'il dégage, les crachements qu'il dégage. Alors, là, vous avez à beau avoir des doubles vitrages, croyez-moi que votre télé, vous ne l'entendez pas. Plus encore que le lotissement, le vieux pays est martyrisé par le bruit des avions, qui lui ont porté un coup qu'on pourrait croire mortel. Son destin a basculé quand fut choisi dans les années 60 le site d'un nouvel aéroport pour Paris. À partir de Roissy en France et sur l'Est, on était vraiment dans une région totalement agricole. C'est la plaine de la Vieille France, très très peu urbanisée, puisque sur le site de Roissy, qui fait quand même 3000 hectares, c'est-à-dire le tiers de la superficie de Paris, il y avait un seul bâtiment, un bâtiment de ferme, qui était la ferme des Mortières, qui a été ensuite détruit pour permettre la construction de certaines installations de l'aéroport. On a appris un jour qu'il y avait un aéroport qui allait se construire à Roissy. Mais disons, nous petits, je vous dis tout de suite, on s'en souciait pas. Bon bah l'aéroport va se construire, bon bah c'est bien, on ne pensait pas vraiment aux nuisances. On a fait une information vraiment de vérité, en expliquant ce qu'était un aéroport, ce que serait un grand aéroport, et on s'est incontestablement attaché à présenter l'aéroport aux communes qui étaient très proches de l'aéroport. Et Goussainville a fait partie de ces communes. Si l'on retrouve ces films, on voit la commune de Roissy, on voit la commune d'Épied-les-Louvres, et ce film paraît aujourd'hui d'un autre siècle, tellement ce qui est dit et ce qui est présenté paraît d'une autre époque. Tandis que le rythme lent des saisons subdivise le rythme lent des années, comment ne pas s'aviser que cette province, qui s'appelait la Vieille France, a pris un incommensurable retard sur cette nation qui s'appelle la France. Il y a que les vieux qui restent, quoi. Enfin, les vieux âgés, quoi. Qui restent là parce qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs. Calmement. Et pour l'eau, comment vous faites? Il n'y en a pas. Donc il s'agissait d'expliquer à cette population qui vit au milieu des champs de betteraves, de pommes de terre et de blé, de leur expliquer ce qu'est un aéroport. Avec ses pistes, avec ses avions, avec ses passagers, avec son fret, avec toutes les entreprises qui vont venir travailler. En 1973, les avions commencèrent à survoler à basse altitude le vieux pays, qui se trouve dans l'axe de la première piste. On a commencé à se dire, ah mince, ça fait du boucan. Mais à l'époque, il faut admettre, il n'y en avait pas tant que maintenant. Les avions étaient assez effrayants au point de vue bruit au départ. Il y avait les premières générations, les fameuses Caravelles, les Boeing 707. Bon, ces avions-là faisaient un bruit bien supérieur à ce qu'on peut entendre actuellement. Mais le trafic était quand même beaucoup plus faible. Au fil des années, l'aéroport a racheté des maisons dans le village et petit à petit, le village s'est vidé. De 1000 habitants, nous sommes passés actuellement à 350 habitants. En 1973, le gouvernement a publié un décret. Il a institué à l'époque une taxe parafiscale pour aider les riverains qui étaient situés dans des zones de nuisance et pour atténuer la gêne subie par les riverains. Donc il y avait deux catégories d'aides qui étaient apportées à l'époque. Des aides à l'insonorisation et des aides à l'acquisition de maisons, d'habitation. Mais je précise, j'insiste vraiment sur ce point, les acquisitions étaient prévues uniquement par voie amiable. Ils ont été vers chaque habitant du vieux pays en disant que si on voulait partir, on nous indemnisait. Donc c'était à nous de faire une évaluation du bien qu'on possédait. Et ensuite, moi j'ai évalué ma maison, il y a eu des experts et des contre-experts qui sont venus voir si ce qu'on demandait c'était
vraiment réel, quoi. Et puis, moi, ça a marché. Ce que j'ai demandé, ils me l'ont donné. Ils m'ont attribué un dédommagement sentimental, un petit rajout aussi pour le déménagement. Et puis bon, ça s'est passé. Et c'est de là que je suis montée aux Grandes Bornes. Le gain de l'argent en a fait partir, la lassitude en a fait partir aussi. On disait, tiens, il y a un tel, ça y est, il déménage la semaine prochaine. Ah bon, il s'en va? Et puis, on n'y faisait pas attention, vraiment. Et puis, petit à petit, c'est là que on s'est rendu compte que la partie de la rue Gaudry, la rue Brûlée, que les gens partaient. Quand j'ai été exproprié par l'aéroport de Roissy, je suis parti. J'ai racheté ailleurs et j'habite maintenant tout au fond de Goussainville, là-haut, etc. Mais bon, toutes mes racines, si vous voulez, étaient ici. Hein. Moi, je suis resté dans ma maison à moi. Je ne l'aurais pas vendu à l'aéroport. Hein. Je ne serais pas parti en HLM. Hein. Je vous dis tout de suite, non. Je suis pas... non, ça n'aurait pas... C'est pas dans ma nature. J'étais trop habitué, disons, au vieux village, à la campagne. Me retrouver entre quatre murs dans un HLM, non, là j'ai mon petit coin de jardin, si je veux sortir, je fais combien? Allez, on va mettre 400 mètres, je suis dans la nature. Donc, on est quand même mieux. On est quand même mieux, c'est vrai, on n'est pas pris entre quatre murs. Même avec les nuisances. Alors, c'est comme ça qu'à Goussainville, dans l'ensemble, il y a environ 230 propriétés qui ont été rachetées, dont disons un peu plus de 80 au lotissement de la Talmouze et le reste au Vieux Pays. La Talmouze a été, elle, entièrement, je dirais, a disparu, enfin en partie, pas parce qu'il reste une partie de la Talmouze, mais la partie qui était la plus touchée, qui était, je dirais, dans le prolongement de la piste, là, a été retirée et démolie, les bâtiments ont été démolis. En revanche, au Vieux Pays, nous n'avons pas pu démolir les maisons, nous n'avons jamais obtenu de permis de démolir. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, donc, a été décidé par les Bâtiments de France de classer l'église. Et du fait du classement, ça a, je dirais, empêché toute démolition du site, puisque une fois que c'est classé, l'environnement même du bâtiment classé empêche la destruction des bâtiments annexes. Donc, nous nous sommes trouvés assez rapidement confrontés à des problèmes de squatters ou de choses de ce genre, et nous avons été obligés de murer les accès de ces maisons. Alors c'est certain que l'aspect extérieur n'est pas très réjouissant. Dans le Vieux Pays, il n'y a plus ni commerce, ni service. Mais 40% des maisons restent habitées malgré les avions. La lutte de ceux qu'on a appelés les irréductibles a fortement médiatisé le village, qui fait chaque année le plein de visiteurs lors de la journée du patrimoine. Très accentué entre cet aspect de la ville qui est très dégradé et l'aspect franchement bucolique. Dans le patrimoine du village, il y a la ferme seigneuriale avec son pigeonnier 18e. Il y a les écuries royales, naguère propriété des Nicolaï, qui vendirent leurs terres à blé pour faire le lotissement. Il y a aussi le parc du château, où sont installés les micros officiels qui mesurent le bruit des avions. Il faut désormais ajouter au patrimoine du village ces maisons murées, qu'on ne peut ni habiter ni démolir, et qui restent les témoins surréalistes d'un pastis administratif et urbanistique peu commun. Nous n'entendons pas que les Goussainvillois soient les payeurs des dégâts que d'autres ont commis. Je crois qu'on nous doit quelque chose sur le village. Pas seulement des façades murées. On nous doit de la considération. On doit de la considération aux gens qui n'ont pas choisi, a priori, de vivre à côté d'un aéroport, mais qu'on a contraint à vivre sous le bruit. On leur doit réparation et je pense que il y a des décisions politiques qui doivent être prises pour que l'État, ADP, l'ADEME, participent à cette redynamisation, à cette reconstruction, à cette réhabilitation
du village. L'aéroport peut être un atout en termes de développement économique, mais il ne l'a pas été. Si vous voulez, l'aéroport s'est développé en tournant le dos à nos villes ou à nos villages. Il ne nous a pas apporté les retombées économiques qu'on pouvait en attendre. Tout était vraiment organisé aujourd'hui. Donc l'implantation d'aéroports était un choix de l'État. On a dit que on était dans les betteraves, dans les blés, et Aéroport de Paris a dit, bon, on a détruit qu'une seule ferme, effectivement. Oui, mais en même temps, au moment où dans les années 60 on faisait ces choix-là, la croissance urbaine de la capitale, elle s'affirmait, ici aussi. Là, il n'y a pas eu de politique urbaine, bien évidemment, c'est clair. Hein. La politique urbaine, elle s'est faite ailleurs. Aujourd'hui, on a plus conscience des déséquilibres qui ont été causés, tant par cette croissance non maîtrisée de la banlieue que par l'arrivée d'un encombrant voisin, l'aéroport et les nuisances qu'il génère. Donc aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'on soit en banlieue ou ailleurs dans le pays, l'exigence environnementale, elle doit être prise en compte. Sans doute, la région parisienne doit-elle trouver une place pour ses grands équipements de transport. Mais pourquoi ne pas apporter davantage de soins aux problèmes de leur insertion, alors que tant d'entre eux sont rassemblés ici, dans une petite zone? Après l'aéroport, c'est maintenant le TGV qui traverse la commune de Goussainville. Ce sont ces lignes à haute tension qui barrent son horizon à l'ouest. C'est la voie rapide de la Francilienne qui contourne au plus près le lotissement par le nord. Faut-il taxer de paranoïa celui qui s'insurge contre le sans-gêne des aménageurs? Un monsieur dans un bureau a décidé « je fais faire comme ça » et on a fait comme ça. Qu'est-ce que vont voir les gens? Un mur. La moitié de Goussainville sur côté cottage vont voir un mur, et puis sur lequel vont circuler des camions, vont circuler des voitures nuit et jour. Alors là encore, il y a une injustice. Vous voyez bien que l'Est du Val d'Oise, on est pris pour des laissés pour compte. On n'aurait jamais été faire ça du côté de la vallée de Montmorency, je vous le dis. Là, jamais il ne leur serait venu à l'idée. Ici, allons-y. Peut-on rêver d'un plan à l'échelle humaine qui permette à la population d'acquérir un pavillon ou d'investir dans l'agriculture en sachant ce qu'il adviendra de la commune dans les années à venir? Ce que sera Goussainville dans 20 ans, il n'y a aucun plan. Enfin, si on sort des plans, ce ne sera pas ceux-là qui se feront. Ça se fait petit à petit, un peu n'importe comment, quoi. C'est ce que je regrette. Mais les aménageurs, ils aménagent chacun leur petit truc et il n'y a pas de plan d'ensemble, quoi. À l'heure actuelle, je pense que cette zone-là n'a pas été construite parce qu'on est en dessous des avions, mais peut-être qu'ils vont en faire une zone industrielle, on ne sait pas. Enfin, si vous voulez dire, l'avenir, il est incertain pour un agriculteur. Devant une telle accumulation d'incertitudes et de nuisances, on pourrait croire que personne ne voudrait venir acheter une maison à Goussainville. Eh bien, c'est tout le contraire. Pour comprendre, il faut se rappeler qu'une maison individuelle avec jardin, assez près de Paris par le train ou l'autoroute, c'est-à-dire exactement le pavillon de Goussainville, est un produit très recherché, donc en principe très cher. C'est là qu'interviennent les nuisances pour ouvrir le marché à de nouvelles catégories d'acquéreurs. En effet, plus il y a de nuisances, plus les prix baissent, et plus les prix baissent, plus il y a d'acquéreurs. Cette pression de la demande a suscité à Goussainville la création, au milieu des années 90, d'un nouveau et immense lotissement. Ça s'est peut-être pas vendu aussi bien que le lotisseur aurait souhaité, mais tout s'est vendu quand même, donc ce qui prouve que beaucoup de gens ont eu envie de venir s'installer à Goussainville ou d'y faire construire, même dans le lotissement des Demoiselles. Ce que l'on pourrait peut-être regretter un peu, c'est que les terrains étaient souvent des terrains, par contre, d'une surface inférieure à 400 mètres carrés. Donc les gens, parfois, se plaignent d'être un petit peu proches les uns des autres. Voilà ce que l'on peut dire sur les Demoiselles. Et puis c'est sûr aussi, malheureusement, que c'est situé dans un secteur où on entend quand même les avions peut-être un petit peu plus qu'ailleurs. Voici en effet la piste numéro 1 au bout de laquelle se trouve le vieux pays. Et voici une nouvelle piste en travaux, la numéro 3. Au fond de l'image, il y a le lotissement des Demoiselles. Le bruit que les avions feront là-bas n'est plus un secret pour personne. Mais l'homme pavillonnaire est aujourd'hui majeur. Maintenant, on est complètement sorti des périodes de pénurie d'avant-guerre. Les gens ont plus de liberté de choix, donc ils s'en servent. Et chaque fois qu'un ménage français change de logement, il porte un jugement sur le quartier qu'il quitte
et sur le quartier où il va aller s'installer. Donc derrière ça, désormais, le simple citoyen a un pouvoir de contrôle sur l'urbanisme bien plus grand qu'on ne le croit. Bien sûr, il peut agir par les élections municipales, il peut agir en militant des associations de défense ou pour influencer la vie municipale, mais il a une arme absolue qui est le camion de déménagement. Et ça, il sait s'en servir. Et apparemment, à Goussainville, ça se passe pas trop mal, parce que la population me paraît relativement stable. En l'an 2000, le camion de déménagement ne sort pas du lotissement, il y entre. Madame, monsieur, bienvenue à Goussainville. C'est pas un problème, je travaille à l'aéroport depuis un moment et je suis habituée. Moi, je les entends pas vraiment. C'est pas vraiment une nuisance pour moi. Puis quand on voit un avion passer, on peut rêver un peu. Déjà, il y a un jardin, d'une part. Les enfants peuvent jouer. Et j'adore jouer avec mes enfants. Il y a plein de choses à faire en plein air. Mais par contre, pendant l'hiver, il y a autre chose à faire à l'intérieur. Mon fils adore l'ordinateur. Il y a la télé, il y a la lecture, il y a... Bon, bref, quoi. Il y a la vie, quoi, là. Normal. Toute simple.